Nous voulions réagir, c'est-à-dire on est en ce moment face à une inflation du terme retour, comme si tout revenait, la guerre froide, les nations, les États, la puissance et je ne sais encore. Or il faut comprendre une chose, c'est que l'histoire n'offre jamais d'aller-retour, elle n'offre que des allées simples, pour une raison très simple à comprendre, c'est que le contexte ne cesse d'évoluer. Et si on se souvient, ceux de ma génération en tous les cas, ce qu'était le contexte de la guerre froide, il n'y a plus rien qui y ressemble aujourd'hui. La guerre froide, c'est un affrontement idéologique, les idéologies ont pratiquement disparu. La guerre froide, c'était deux blocs, il en reste un, le bloc occidental, et en face, il y a la Russie, avec la Corée du Nord et la Syrie, c'est pas véritablement un bloc. Autrefois, ces blocs se regardaient tels des chiens de faïence. Aujourd'hui, l'interdépendance entre tous les États, y compris entre la Russie et l'Europe, est énorme. On l'a vu à travers la question énergétique. Donc, il n'y a pas de retour. Et il faut faire comme si nous allions chez un médecin porteur d'une maladie qu'il ne connaît pas. Et face à cet inédit, il se pose la question du traitement. Aujourd'hui, on ne connaît pas le traitement de la crise internationale telle qu'elle est. Et c'est peut-être ça le drame. Alors vous avez une autre formule assez forte, c'est l'union libre diplomatique. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que nous, Européens, ça c'est vraiment notre histoire intime et notre histoire multiséculaire. Nous considérons que les relations internationales sont faites d'alliances stables ou instables, variables ou au contraire institutionnalisées et pérennes. On était dans le stade institutionnalisé et pérenne avec notamment l'OTAN. Et on n'a pas vu que, à partir de la chute du mur, du démantèlement de cette autre alliance pérenne qu'était le pacte de Varsovie, au lieu de nouvelles alliances, il se crée des connivences de circonstances, c'est-à-dire des effets d'aubaine qui ressemblent à cette union libre. Vous passez une journée avec Erdogan, une autre avec le roi Salman, une troisième avec M. Xi Jinping et une quatrième avec le roi du Maroc. C'est quelque chose non seulement d'inédit, mais de profondément asymétrique face à cette rigidité du carcan otanien. Et c'est surtout une aubaine pour Poutine qui, faute de bloc, justement pour le soutenir, sait jouer de ces différentes alliances qui vont jusqu'à débaucher dans l'ancien camp occidental, s'entendre avec le roi d'Arabie Saoudite, s'entendre même avec le Premier ministre israélien, c'est un oxygène pour cet homme au moment où il est isolé du monde par le jeu des sanctions qui lui sont opposées. Alors on voit bien évidemment le poids considérable que prennent les ex-pays colonisés, ce qu'on appelle le Sud global, qui sont effectivement dans une position de force, c'est-à-dire qu'en gros ils peuvent imposer aux colons, aux anciens colons, donc les Occidentaux, ils peuvent imposer un nouvel ordre du monde. C'est probablement le fait majeur de ce début de millénaire. Nous, Européens, nous avons tendance à ne voir que les Européens. Et effectivement, le système international que nous avons inventé, qui s'appelle le système westphalien, à la paix de Westphalie 1648, qui a fondé l'Europe, c'est un système qui, peu à peu, s'est universalisé à travers le droit international, les pratiques diplomatiques. Mais nous n'avons pas vu que nous devenions minoritaires démographiquement, minoritaires économiquement, minoritaires politiquement. Il y a aujourd'hui 193 États membres des Nations Unies. Dans l'Union européenne, il y a 27 États. Et donc, ce tiers parti qu'on appelait de façon un peu méprisante autrefois le tiers-monde ou la périphérie, est en train de jouer un jeu de bascule qu'il faut suivre très attentivement. Et imaginez que ce jeu de bascule se révèle efficace, peut-être qu'un jour l'Europe se réveillera en s'apercevant que son rééquilibrage n'est pas de son fait, mais du fait, peut-être, d'une connivence de circonstances entre la Chine, l'Inde, le Brésil et l'Union africaine. Voilà qui est révolutionnaire. L'Europe refaite et pacifiée grâce au Sud global. Bon, il y a quand même un élément qui semble déterminer un petit peu le reste, c'est cet affrontement Chine-États-Unis qui sort un peu du reste. Est-ce que là, on n'est quand même pas malgré tout dans le monde d'avant, avec les deux blocs, la Chine d'un côté, les États-Unis de l'autre, qui reconstituerait cette forme de guerre froide que vous refusez ? Alors, si on le regarde comme le monde d'avant, on se trompe.
Et on risque de se faire très mal en se trompant. Parce que se tromper quand on est professeur tournesol, ce n'est pas grave. Mais se tromper quand on est diplomate ou prince de ce monde, là, les conséquences sont catastrophiques. Pourquoi c'est pas la même chose? Parce que si vous regardez ce face-à-face entre la Chine et les États-Unis, il y a bien sûr cette dimension politique et militaire que vous rappeliez, mais il y a en même temps, si on prend comme référence l'année 2022, 700 milliards de dollars d'échanges. Et c'est-à-dire que cette rivalité, on peut le dire, je veux bien, politico-militaire, est doublée d'une interdépendance économique extrêmement forte qui fait que cette concurrence entre une rationalité économique et une rationalité politique vient remodeler l'une et l'autre. Et l'un des postulats de la diplomatie chinoise, c'est que la Chine a besoin d'un monde stable, d'une économie mondiale prospère ou en tous les cas saine, sans quoi tout son pari, le pari chinois de prendre la tête de la mondialisation, viendrait à s'effondrer. Et c'est la raison pour laquelle la Chine n'a aucun intérêt à une aggravation des conflits, et c'est la raison pour laquelle M. Xi Jinping ne se voit pas exactement dans les oripeaux du gladiateur de Hobbes. Nous, Européens, nous n'imaginons pas que M. Xi Jinping puisse avoir à son chevet d'autres livres que le Léviathan de Hobbes. Ben non, il en a d'autres. Il a Sun Tzu qui propose une stratégie tout à fait différente.